Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Voilà, retour plateau pour une session consacrée à la parentalité dans les entreprises et comment gérer cet aspect des familles qui évoluent, comme la société qui se transforme. Bien entendu, évidemment, l'entreprise doit évoluer, doit s'adapter à la charge mentale, aux nouveaux modèles familiaux. Et nous allons voir tout cela avec nos invités tout à l'heure. Mais tout de suite, nous allons vous présenter, elle est en visio avec moi, Agère Gemel. Agère, vous êtes là? Oui, vous êtes là, je vous vois. Agère, alors oui, vous sortez, bonjour. vous étiez là l'année dernière. Vous vous souvenez, et vous nous présentez une étude exclusive. Rappelez, alors on va faire 10 petites minutes ensemble et après j'appellerai mes invités pour débattre autour des chiffres que vous allez nous donner et des grandes tendances que nous pouvons décrire pour peut-être dessiner une trajectoire des bonnes pratiques en entreprise. Agère, rappelez-nous le périmètre de cette étude. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais, comme on a prévu, vous présenter quelques éléments sur une étude récente qu'on a faite sur les stéréotypes de genre dans le choix de carrière, à quel point ces stéréotypes pèsent. Et évidemment, cela nous amène à nous questionner sur notamment les modèles familiaux et les schémas qui sont plutôt féminin ou masculin pour des raisons de société. Alors déjà, il y a plusieurs études avant nous qui ont constaté que les stéréotypes de genre exercent une influence importante sur les perceptions, sur les choix que nous pensons faire librement dans nos vies. Le choix de carrière en fait partie. Et nous sommes demandé à quel point justement l'ambition peut être amenée à être influencée et nous avons voulu questionner les femmes et les hommes qui peuvent arriver dans nos écoles, donc les grandes écoles comme l'EDEC. Et on voulait voir si ces personnes ont été épargnées grâce à leur réussite dans les études, leur choix de faire une prépa après le bac. Et nous avons donc décidé de nous appuyer sur une enquête par questionnaire que le centre Newgen administre tous les ans. Oui. Vous me prévenez, c'est moi qui ai la zapette, hein. D'accord? Quand je dois changer les slides. Oui. Je précise, et j'ai oublié de le dire, pardonnez-moi, vous êtes directrice de la chaire diversité et inclusion et professeur associé à l'EDEC Business School. Il fallait rappeler quand même ces éléments essentiels, c'est pour ça aussi que vous êtes là. Allez, passons à l'étude, si vous êtes d'accord, Agère. Et que je ne suis pas parmi vous, parce que malheureusement, je suis souffrante et que j'ai le Covid. Ah mais non. Donc, oui, ça existe encore que je sois parmi vous. Ça existe encore, donc je vous le dis. Donc voilà, on a administré une étude. Je vais vous demander de mettre la prochaine slide justement pour voir l'échantillon. C'est un échantillon qui est constitué de 1725 élèves qui sont candidats aux grandes écoles de management, qui viennent de terminer 2 ou 3 ans de classe préparatoire. Donc leur âge moyen est environ de 20 ans et on a à peu près la moitié représentée par des femmes et l'autre moitié par des hommes. Ce qui est important à noter pour cet échantillon et cette population, c'est qu'elle ne représente pas tous les jeunes de cet âge-là en termes d'âge et d'orientation, pardon. Ce qui n'est pas neutre, bien sûr, d'un point de vue de généralisation. Mais ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que c'est une population qui n'a pas encore intégré les études supérieures et qui n'a pas encore intégré le marché de travail. Donc, elle est éloignée encore de ces réalités, mis à part, évidemment, un job étudiant éventuel ou un stage de courte durée. Donc, avant d'analyser les résultats, j'aimerais déjà vous présenter dans cette slide comment il y a une ségrégation professionnelle qui est une réalité qui existe et que l'on sait déjà. Bien sûr, le mot ségrégation peut avoir une connotation forte, mais c'est bien le terme employé pour désigner cette différence dans les réalités professionnelles qui sont vécues par les femmes et par les hommes, que ce soit les expériences, les avantages, les salaires qui sont différents selon que l'on soit femme ou homme. Nous savons déjà que les femmes gagnent en moyenne environ 15% de moins, à temps de travail identique, 23 et demi quand on compte le travail partiel.
Mais tout ne réside pas justement uniquement dans la différence de salaire. Il y a deux types de ségrégation professionnelle, ce qu'on appelle une ségrégation verticale, c'est-à-dire qu'on voit plus d'hommes qui occupent des positions de chef et beaucoup plus de femmes qui occupent des positions de subalternes. Quand on parle de ségrégation horizontale, on parle justement des métiers qui sont différents selon que l'on soit femme ou homme. On n'a pas les mêmes choix, on ne fait pas les mêmes choix, on n'exerce pas les mêmes métiers en majorité. Ce qu'on voit, c'est que uniquement 24% des métiers aujourd'hui sont des métiers mixtes. Et donc, la majorité des métiers sont plutôt soit féminisés, c'est-à-dire occupés en majorité par des femmes, soit masculinisés, c'est-à-dire occupés en majorité par des hommes, c'est-à-dire à plus de 65%. Alors ça, c'est le constat. On sait qu'il y a une ségrégation sur le marché du travail. Maintenant, on sait qu'il y a plusieurs mécanismes, et ça, c'est ce qu'on va voir à la slide suivante. Donc, plusieurs mécanismes sont à l'origine, mais s'il ne faut retenir qu'une cause principale, ce sont les stéréotypes, ces fameuses représentations sont derrière la plupart des différences que l'on observe dans la vie professionnelle, mais aussi dans nos sociétés. Alors, rapidement, un stéréotype, comme vous le savez certainement, c'est un ensemble de traits, de caractéristiques, de comportements, qui soient positifs ou négatifs, que l'on associe à tous les membres d'un groupe social. Et ce groupe, ça peut être le groupe des femmes ou le groupe des hommes. Alors, les stéréotypes nous amènent bien sûr à attribuer certaines caractéristiques à un groupe, donc des femmes ou des hommes par exemple, mais aussi ça amène à intérioriser un certain nombre de schémas de pensée, de caractéristiques qui nous amènent à nous comporter comme ce qui est attendu de nous, que l'on soit femme ou homme. Donc, sans entrer dans tous les détails, ce qui est important à avoir en tête, c'est que quand on pense que les femmes ont des caractéristiques que l'on appelle plutôt communales, c'est-à-dire plus de sociabilité, plus de bienveillance, plus d'attention, alors qu'on attend des hommes à avoir des caractéristiques dites agentiques, comme la force, la compétence, la performance, l'autodétermination, ce qui amène les hommes à être considérés plus aptes généralement à des postes de responsabilité que les femmes, et ce qui amène les femmes à être attendues pour certains métiers, certains rôles, comme ce qu'on appelle le rôle du care, c'est-à-dire l'attention à l'autre, le soin, etc. Alors, autre chose d'important, c'est qu'il y a un phénomène d'anticipation. On le voit par rapport aux femmes et aux hommes. Les femmes anticipent avant même d'aller sur le marché du travail, en étant très jeunes, qu'elles vont devoir concilier vie familiale et vie professionnelle, parce que ce sont potentiellement elles qui vont s'occuper de ces aspects. Et les hommes pensent qu'on s'attend d'eux à ce qu'on gagne plus, à ce qu'ils gagnent plus leur vie. Et ça, c'est aussi un fardeau qui est pour moi aussi important que le fardeau qui est sur le dos des femmes. Du coup, Hajer, ça impacte les objectifs professionnels. Exactement, et l'on voit de manière assez éloquente ici dans les réponses de nos jeunes. Lorsqu'on pose la question des objectifs de carrière, comme ici, on voit qu'il y a plusieurs objectifs sur lesquels les femmes et les hommes répondent de manière équivalente ou très peu différente, mais là où on observe une différence significative, c'est par rapport au fait de bien gagner sa vie. Et ça, c'est un objectif majoritairement masculin. Donc, ça explique en partie pourquoi les femmes gagnent bien leur vie. Pas tout, évidemment, mais ça montre aussi à quel point cette dimension constitue un poids important pour les hommes. Alors, quand on pose une autre question concernant les objectifs, est-ce qu'on veut occuper un emploi salarié ou est-ce qu'on veut entreprendre? On a aussi des réponses très clairement différentes. Beaucoup plus d'hommes se voient entreprendre alors que davantage de femmes se voient salariées. Maintenant, si on veut voir dans la slide suivante quelles sont les motivations par rapport à l'entrepreneuriat, on voit quelques éléments aussi très influencés par le genre. Les femmes qui souhaitent entreprendre le font principalement pour avoir un impact positif sur la société à travers l'entreprise qu'elles souhaiteraient créer.
pour éviter aussi de subir la complexité ou la hiérarchie d'une entreprise. On le voit aussi à travers la réponse de la gestion du temps de travail, qui est très importante pour les femmes, ou être son propre patron, où on voit ici cet effet d'anticipation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire elle pense déjà à être mère de famille et à avoir une plus grande charge dans cette gestion familiale. Maintenant, quand on voit dans la slide suivante les motivations par rapport au salariat, les femmes voilà, vont encore une fois répondre par rapport à des éléments de conciliation de vie pro et perso. Je veux avoir une situation stable. On voit aussi une autre dimension par rapport encore une fois à l'impact positif sur la société, comme si c'était toujours les femmes qui doivent justement améliorer la vie des autres et s'occuper d'avoir des éléments positifs. Mais encore, une autre réponse qui est assez préoccupante, c'est que les femmes sont largement plus nombreuses à ne pas sentir avoir une âme pour entreprendre. Donc ici, on est dans la confiance en soi et en ses capacités. Alors cette slide qu'on voit ici maintenant, c'est par rapport aux formes d'organisation. On voit outre être salarié, le type d'organisation qui attire les femmes et les hommes sont différentes. Les femmes sont davantage attirées par des formes d'organisation moins rémunératrices. Elles sont moins attirées par le secteur privé, mais plus par l'associatif, le secteur public ou encore les entreprises mutualistes ou coopératives. En termes de taille, on voit que les femmes sont attirées moins par les grandes entreprises, mais beaucoup plus par les moyennes entreprises. Alors, pareil pour le secteur, on voit que les femmes... Non, il n'y a pas de souci, je vais le dire rapidement. Les secteurs, il y a beaucoup de stéréotypes. Les femmes sont beaucoup plus attirées par le luxe, moins par le conseil et beaucoup moins par les secteurs financiers. Alors, ce qui est important, c'est que, évidemment, on voit ces ségrégations, mais c'est important de se rendre compte des conséquences. Là, la ministre, juste à l'instant, elle a dit que les imaginaires ne sont pas ouverts de la même façon par les femmes et par les hommes. Ça les amène à voir et à faire des choix différents. Mais ça a des conséquences très importantes, hein. On le voit au-delà de ce constat. Les femmes sont plus à travailler à temps partiel, hein, 28% par rapport d'hommes par rapport à 28% de femmes. Elles sont plus nombreuses à s'occuper des tâches domestiques et familiales, selon plusieurs études. Il y a une surreprésentation aussi dans les métiers moins rémunérés pour les femmes. Et aussi, on voit qu'à poste égaux, les femmes toujours sont moins bien rémunérées. L'accès à l'emploi aussi, les femmes sont moins nombreuses à travailler, 70% versus 76%. Et les postes de cadre sont plus représentés chez les hommes que chez les femmes. Donc, tout ça a des conséquences importantes, ce qui nous amène à avoir quelques recommandations dans la slide suivante. Évidemment, tout ne pèse pas sur les épaules des mêmes personnes ou des mêmes institutions, mais c'est partagé. Je dirais qu'une importance vraiment de taille réside dans la lutte contre l'intériorisation des stéréotypes dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dans les écoles. Tout à l'heure, Madame la Ministre l'a souligné, comment les femmes, les jeunes filles, dès le CP décrochent en mathématiques par rapport aux garçons, sans d'autres considérations que le sexe. Évidemment, beaucoup de choses sont attendues au niveau de la petite enfance par rapport à la confiance qu'ont les femmes pour les empêcher d'intérioriser un certain nombre de stéréotypes, un peu plus tard aussi par rapport au choix de filière, par rapport à l'orientation. Il faut qu'on forme les personnes qui sont derrière, il faut que les professeurs soient conscients qu'il y ait davantage de moyens pour que les femmes s'orientent de la même façon que les hommes. On voit que les femmes font de moins en moins de mathématiques, notamment par rapport à la récente réforme de bac, et tout cela n'amène pas dans le bon sens. Bien sûr, les écoles et les universités ont leur rôle. Elles ne peuvent pas tout faire. Là, c'est un rôle de correction, puisque comme le montre cette étude,
quand les étudiants et les étudiantes arrivent dans le supérieur, ils sont déjà très imprégnés par ces stéréotypes de genre. Donc, il y a très certainement des choses, et on fait déjà beaucoup de choses dans le supérieur, mais on peut avoir davantage d'initiatives pour corriger les effets de stéréotypes qui sont déjà bien ancrés. Et bien sûr, les entreprises peuvent jouer un rôle. Aujourd'hui, elles jouent beaucoup des rôles dans la correction, mais ce qui est important, c'est d'anticiper. Et je pense que l'anticipation peut arriver même au moment des études, c'est-à-dire il y a des choses à faire en partenariat avec les écoles, avec Dès le collège, les on disait même ce universités. matin. Dès le collège, dès Même la le petite collège, école. Ben oui, bien exactement. sûr. Il faut... À l'EDEC, les Exactement. entreprises, elles ont le tapis rouge, mais c'est déjà fait, si je puis dire, là, comment dirais-je, Exactement. le On peut destin de corriger certaines... des choses, mais il y a des choses qui doivent se faire plus tôt. Ok, Ager, merci beaucoup. Hein. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Alors autour de moi, je suis entouré de personnalités qui vont débattre et qui vont sans doute commenter les chiffres que vous nous avez donnés. Rebecca Fischer-Bensoussan de l'International Women's Forum. Et vous êtes aussi la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle YOLO. Exactement. Alors j'ai retenu la punchline de la boîte soulager la charge mentale des femmes qui travaillent. Exactement. Vous nous direz, parce que ça a l'air encore important. Je pensais que ça s'était un peu dilué, mais pas. Ça reste encore très immédiat, oui. Sarah Dalmasso, elle est directrice générale d'une entreprise de la tech, de la santé américaine. Donc, vous cochez toutes les cases. Hein. CEO, dans la tech, finalement, pas tant que ça. Et donc, vous êtes... maman. Et maman, oui, bien sûr. Maman, ouais. oui. Mon petit doigt me dit que vous êtes parti en voyage avec votre fils récemment, d'ailleurs. Maman attentive, donc. Comme toutes les mamans, d'ailleurs, j'en suis sûr. Guillaume Richard de WeCare. Guillaume, vous avez fondé cette entreprise de service à la personne. Et quand on a préparé cette émission, et d'ailleurs, vous parlez dans le supplément consacré à la RSE à la parité, comme Sarah aussi d'ailleurs, comme la Maison Bleue, comme plein de gens qui s'expriment. Vous rappelez que... Attends, alors, le photographe m'avait dit de bien poser avec le magazine. Pardonnez-moi, je pose pour la postérité. Voilà. Les femmes constituent une partie non négligeable de votre effectif et vous avez aussi une action pour les accompagner vers plus d'émancipation, plus d'inclusion et vers la gouvernance, vers le sommet, puisque c'est aussi une ambition de la loi. Et Michael Nosser, qui vient d'arriver à la tête de la Maison Bleue, vous êtes déjà un nouveau directeur général, hein, vous avez rejoint cette belle maison bleue. Bon. Et je suis aussi un père. Vous êtes papa. Parce qu'en fait, on a dit que il y avait des mamans, mais aussi des papas. Mais attendez, j'ai passé un week-end avec ma fille en Allemagne parce qu'on a été supporter l'équipe de France de foot. Parce que ma fille aime aussi le foot, voilà. Et donc j'ai passé un week-end avec ma fille. Alors moi, depuis ce matin, j'entends que les mamans font tout à la maison. J'en fais tellement que je me dis finalement, je dois être exceptionnel puisque évidemment, il y a des papas qui changent. Alors Rebecca. Oui. La charge mentale, en creux, c'est un peu ça qui apparaît, c'est-à-dire que les femmes se mettent presque en position d'aller vers la famille, vers des métiers moins rémunérateurs, qui donnent plus de liberté. Donc on se dit finalement, les choses ne bougent pas tant que ça quand on écoute l'étude de Ager. L'étude d'Ager, effectivement, va dans le sens de ce qu'on voit beaucoup. Alors moi, j'ai été top exécutive avant d'être entrepreneur, donc j'ai eu une carrière en finance avant, dans un métier encore très peu féminin, et j'ai vécu effectivement le fait de ne pas choisir entre une vie professionnelle épanouie et une vie personnelle importante. La réalité, c'est que la charge du quotidien reste encore une charge importante, et même si les lignes bougent, les femmes restent encore aujourd'hui en charge de plus de 70% de la gestion du quotidien personnel et familial, et ça a un impact significatif sur leur carrière. Et donc même si aujourd'hui, la ministre le disait très bien, le congé de naissance, le rééquilibrage des choses se fait petit à petit, il y a quand même plusieurs générations avant que les lignes bougent vraiment et que la charge se répartisse de manière vraiment plus équitable. Et même si effectivement aujourd'hui, les femmes ont de plus en plus d'ambition, l'important c'est de libérer cette ambition et de les accompagner dans la libération de cette ambition. On est la première génération, aujourd'hui 2/3 des enfants ont des parents qui travaillent tous les deux. Et ça, c'est vraiment nouveau. Et donc, effectivement, ça constitue un changement de paradigme qui nécessite effectivement d'accompagner le quotidien des familles et plus particulièrement le quotidien des femmes qui travaillent parce qu'en fait, elles sont encore en grande majorité en charge de la gestion du quotidien. Sarah, alors, on avait débattu lors d'un dîner débat et vous étiez intervenue sur ce thème de la parentalité parce que c'est un sujet qui vous est cher, j'en suis sûr. Mais est-ce que vous, comme patronne, vous avez agi dans ce sens-là? Parce qu'en fait, c'est ça. C'est que les entreprises, ce que j'entends, c'est que finalement, les entreprises, est-ce qu'elles sont allées assez loin? Elles ont fait assez de choses alors qu'on entend beaucoup d'actions. Évidemment, c'est hyper compliqué au quotidien de tout gérer. Et
assez bêtement, j'ai un peu utilisé mon propre cas et les choix que j'ai dû faire dans ma carrière pour essayer de mettre en place des choses aujourd'hui concrètement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Typiquement, la gestion des horaires. Hein, oui. Par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, il n'y a pas eu de problème pour que je parte à 18h. Voilà, ce qui reste un horaire très correct quand même. Oui. Alors 17h30, ou que j'aille chez le pédiatre, etc., etc. En tout cas, ça s'est fait avec beaucoup de facilité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Gestion des horaires. Gestion des horaires. C'est un principe assez simple. Flexibilité des horaires. On peut commencer tôt, on peut commencer tard. On peut accompagner ses enfants chez le pédiatre, à l'école, au tennis, etc. Du moment que ça n'impacte pas la performance de l'entreprise et les performances de l'individu, homme ou femme, on ne fait pas de différence du tout. Et donc, effectivement, on en a beaucoup débattu. Maman engagée, moi, j'attends à ce que je veux effectivement montrer à mes enfants qu'on peut être maman et papa peuvent travailler, qu'on peut partager la charge mentale du quotidien, mais surtout aussi qu'on peut aussi accompagner ses enfants à l'école, on n'est pas obligé d'être toujours en déplacement, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Je suis sûre que tout le monde a beaucoup d'exemples à partager, donc je vais laisser un peu la parole. Guillaume, alors vous avez... J'allais dire, votre raison d'être était consubstantielle à la création quand vous avez développé votre entreprise. Il s'agissait aussi d'avoir cette ambition pour les collaborateurs, les collaboratrices de votre entreprise, de les accompagner. Alors, vous parlez de raison d'être, c'est très bien parce qu'en fait, on vient de devenir entreprise à mission. Mais je le sais, tout ça, c'est pas de l'impro. Hein. Et on a adopté une raison d'être qui pourrait être un projet de société en tant que tel. Notre raison d'être, c'est... nous prenons soin des hommes avec un grand H et de leur environnement en contribuant au mieux grandir, au mieux vivre, au mieux vieillir de toutes et de tous, dans le respect de leur diversité, en portant une égale attention à nos collaborateurs et à nos clients. Ça pourrait quasiment être un projet de société. Le mieux grandir, le mieux vivre, le mieux vieillir. Dès le départ, ça a été l'ambition de l'entreprise. Se dire qu'on doit pouvoir contribuer à aider les familles alors je vais dire de 7 à 77 ans pour reprendre la formule d'Hergé, mais non, mais en fait de plus jeune âge jusqu'à la fin de vie, en apportant des services de qualité qui permettent de se décharger. Et il y a un point qui me semble, moi, aussi extrêmement important, c'est est-ce que nous-mêmes devons faire tout? Est-ce que c'est aux parents, parce que 9 mois auparavant, on a eu un moment de plaisir intense en commun, qu'on devient comme ça, les meilleurs parents du monde? Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à être parent? Est-ce qu'on ne doit pas apprendre à éduquer? Est-ce que par ailleurs, c'est bien de tout faire nous? De la même chose pour les personnes âgées. Est-ce que c'est parce que j'aime le plus ma vieille maman âgée que je dois être la personne qui m'en occupe à tout le temps? Est-ce que je sais déjà comment faire les choses? Est-ce que j'ai appris les gestes qui font que... Est-ce que même c'est souhaitable, par exemple, que je m'occupe de la toilette intime de ma vieille maman parce qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'aider? Et en fait, le point, à mon avis, qui est super important, c'est qu'il faut différencier ce que je vais appeler l'aidance de l'aimance. C'est pas parce qu'on aime le plus qu'on doit faire toutes les actions. Et on a la chance d'avoir autour de la table un représentant des crèches. Oui, et donc, est-ce que c'est mieux que j'arrête de travailler, que je sois père ou mère, que j'arrête de travailler pour m'occuper de mon enfant, ou est-ce qu'il est mieux et préférable que je confie mon enfant pendant une partie de la journée à des professionnels de la petite enfance et que moi je garde toute la partie de lien affectif et une fois que le professionnel technique a été fait. Est-ce qu'on ne doit pas confier à des professionnels le technique et garder pour soi l'affectif? Ce qui est entre Nicolas, c'est qu'au fond, il faut créer des moments pour s'occuper des enfants et puis l'entreprise, l'organisation professionnelle doit être faite aussi de soutien, d'aide, comme les crèches. Et c'est vrai que les crèches, d'ailleurs, travaillent avec les entreprises et c'est plutôt nécessaire. Ça veut dire que quel mode d'organisation, j'imagine que vous êtes au cœur de la machine parce que vous êtes en contact avec les DRH pour trouver des solutions opérationnelles, en tout cas. Oui, tout à fait. Merci de me lancer
aussi la balle, Guillaume, parce que, Guillaume, très belle. comme vous l'avez dit, j'ai pris la direction de la Maison Bleue il y a quelques semaines, après 15 ans dans le secteur des personnes âgées. Donc, donc le lien se fait bien, effectivement, le constat, pour revenir à quelques éléments de l'étude tout à l'heure, c'est vrai que sont encore beaucoup les femmes qui sont les aidants familiaux, et j'allais même ajouter sur les deux générations extrêmes que sont les personnes âgées, ce que j'ai pu observer avant, et puis aussi les jeunes, les petits et les tout petits. Donc ça nous oblige aussi bien sûr à prendre en compte ces sujets-là et à mobiliser un certain nombre de choses. Effectivement, énormément d'entreprises aujourd'hui s'investissent et participent avec nous, et travaillent avec nous pour pouvoir proposer des places de crèche aux enfants salariés, et aux tout petits de leurs salariés. Oui, c'est ça. Il y a une vraie mobilisation des entreprises sur ce sujet-là. C'est un investissement pour les familles, pour les entreprises. Oui, c'est un investissement pour les entreprises, et c'est une dynamique qui est très importante, parce qu'aujourd'hui, je crois que tous les DRH sont mobilisés, sont conscients de cette situation-là. Maintenant, à la réponse, est-ce qu'il vaut mieux aller travailler, garder son enfant? Je crois que chaque famille fait ce choix-là. Nous, on est là en tout cas pour leur permettre de pouvoir confier leurs enfants dans de bonnes conditions et continuer à, le mieux possible, retrouver aussi cette activité professionnelle pour les femmes dans les meilleures conditions. Et en même temps, en luttant dès le plus petit âge sur justement les différents stéréotypes qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'il y a énormément d'activités, de jeux qui sont mis en place dans nos crèches, et on forme nos équipes aussi à ne pas rentrer dans ces stéréotypes-là dès le plus petit âge. Donc, mais il paraît, parce que je ne sais pas si vous avez lu l'interview de la ministre, que je vous recommande dans cette excellente revue, l'hémicycle, qui dit qu'on ne pose pas les mêmes questions aux filles et aux garçons. On interrogera les filles plutôt sur le français, et puis on interrogera les garçons sur les maths. Il faut complètement twister pour changer et ne plus faire attention à qui on a en face, mais bien adresser tous les sujets. Donc bravo pour cette initiative. Agère, moi j'ai du mal à comprendre, alors on parle des nouvelles générations, la quête de sens, comment dirais-je, la compréhension du monde, la transformation du monde, des attentes fortes, et vous nous dites en fait que cette nouvelle génération, y compris les plus favorisés, parce que quand on rentre à l'EDEC Business School, a priori on a toutes les cartes en main pour comprendre le monde et réussir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'effet générationnel, quoi. C'est les entreprises qui doivent prendre le lead pour accompagner les jeunes, les familles. Alors, l'effet générationnel, je suis désolée de vous décevoir, il n'est pas très vraiment positif, c'est-à-dire que ça n'évolue pas comme on le pense. Les stéréotypes, comme vous l'avez vu, pèsent encore beaucoup sur les femmes et sur les hommes. Maintenant, on voit, et comme tu l'as dit, Gilbert, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. On a vu récemment, on ne peut pas tout demander aux entreprises. Il y a bien sûr un effet de société, il y a l'éducation, il y a le rôle aussi de la culture, il faut le dire, ce que les jeunes lisent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient. On a vu aussi le gouvernement qui a allongé le congé de paternité. Et que depuis que le congé a été allongé, il y a plus de pères qui ont pris leur congé de paternité. Alors l'effet de génération qu'on voit dans cette étude qui a été présentée il y a 2 ans d'ailleurs aux assises de la diversité, assises de la parité, c'est justement que les hommes plus jeunes prennent davantage leur congé de paternité, ce qui est positif. Maintenant, je vais tout de suite modérer ce résultat. Ce qu'on voit, c'est que les hommes plus jeunes gagnent aussi moins leur vie que les hommes qui ont plusieurs années d'expérience, et on se demande si c'est pas ça l'effet, et donc il faut être très attentif, parce que quand on voit dans notre précédente étude, il y a un effet de décrochage par rapport à la prise de congé de paternité à partir du moment qu'on atteint le seuil qui permet d'avoir un remboursement de la sécurité sociale. Le congé naissance qu'avait prévu notre ministre, c'était de mettre un plafond à 1 900 € par mois, ce qui permettait, selon elle, de rétablir une certaine équité quand on est face au DRH, dire je vais accoucher, mais c'est mon mari qui restera à la maison pour s'occuper de mon enfant. Voilà, c'est pour renverser un peu cette situation classique, la maman reste et le papa travaille. Voilà.
Sarah. Ouais, malheureusement, moi, je suis pessimiste par rapport à ça. C'est-à-dire Rebecca. qu'il n'est pas très Pardon. rémunéré. Rebecca, Pardon, je pardonnez-moi. vous ai coupé. Mais non, Agir, on boit vos paroles. Rebecca, pardon. Bah, comment on réduit la charge mentale? Parce que c'est une belle promesse. Hein, Ouais, moi, j'ai beaucoup de choses à dire qui m'ont fait réagir, mais du coup... Alors, réagissez et répondez à ma question. Là. Et tout à fait. Alors, déjà, je pense que les attentes des salariés sur le rôle de l'entreprise ont quand même beaucoup évolué. Le Covid, l'institutionnalisation du télétravail ont complètement fait rentrer la vie pro dans la vie perso. Et du coup, il y a effectivement une grande porosité qui fait qu'aujourd'hui, il y a des attentes importantes et légitimes de la part des salariés sur l'accompagnement du perso. Et on ne peut plus laisser le perso à la porte du pro et le pro à la porte du perso. Et ça, c'est quelque chose dont je pense que les entreprises sont maintenant conscientes et dont elles se saisissent de plus en plus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des attentes sur le bien vivre au travail, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie au travail. Ça, aujourd'hui, c'est des choses dont l'entreprise se saisit et dont elle a une responsabilité parce qu'aujourd'hui, nous, nos clients, ils nous disent qu'ils ont beaucoup de mal aujourd'hui à réussir à attirer, retenir et promouvoir des talents féminins. Ouais. Derrière, il y a un contexte législatif qui est aussi celui de la loi Rixin, qui effectivement a mis en marche forcée, et c'est une bonne nouvelle, beaucoup d'entreprises, parce qu'elles avaient des obligations de montrer effectivement qu'elles étaient capables de faire monter des femmes à des postes à responsabilité. Et donc, effectivement, ce que nous, on a fait chez YOLO, YOLO, en fait, c'est un acteur B2B, donc nos clients sont uniquement des entreprises. Et en fait, on démocratise l'accès aux assistantes personnelles, aux assistantes personnelles pour les salariés en entreprise. Donc l'idée, c'est d'identifier des salariés qui ont besoin d'être soutenus parce qu'ils sont dans un parcours talent, parce qu'ils ont pris des postes à responsabilité ou parce que simplement ils traversent des moments de vie difficiles. On sait qu'aujourd'hui, un salarié sur 10 est aidant, qu'une famille sur 4 est monoparentale. Et tout ça, c'est des moments qui peuvent être des moments de décrochage dans la vie de l'entreprise. Et donc l'idée, c'est de donner un soutien dans le quotidien à ces femmes et à ces hommes. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes, mais on essaye d'avoir de plus en plus d'hommes pour contribuer aussi à rééquilibrer la charge, qui vont être accompagnés dans leur quotidien par une alliée YOLO et auquel ils vont pouvoir déléguer toute leur charge du quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment de réinventer l'assistanat personnel comme on l'a dans sa vie professionnelle, mais de le démocratiser au sein de l'entreprise pour donner un soutien hyper concret dans le quotidien. Et ça constitue réellement une innovation parce que du coup, c'est l'entreprise qui va soutenir cet accompagnement-là et qui va permettre du coup aux salariés qui sont soutenus de retrouver du temps, de la sérénité, de l'engagement et évidemment aussi de la productivité au travail. Et c'est ça qui fait vraiment la différence et qui va faire que soulager la charge mentale des femmes et des hommes qu'on accompagne va avoir un impact hyper significatif sur leur carrière. C'est pas compliqué d'identifier, parce que parfois les salariés ne disent rien aussi. Alors ça, c'est un très bon sujet, parce qu'en fait, on va avoir... Non, mais c'est un vrai point. C'est-à-dire que parfois, on a des DRH qui vont identifier des cohortes de salariés. C'est plus facile de les identifier, des femmes en parcours talent, des salariés qui prennent un poste exécutif. Mais on va aussi avoir tout un pool de salariés. Le sujet de l'aidance ou de la monoparentalité reste un vrai tabou, par exemple. Et donc, on va pas toujours voir son DRH en disant « je suis toute seule » ou « j'ai un conjoint malade », etc. Et donc, effectivement, là, il va y avoir soit des salariés qui vont être, par exemple, identifiés par des assistantes sociales, soit on va avoir une opération, on va dire, voilà, YOLO va faire un pilote avec telle entreprise pour accompagner le thème de l'aidance, et vont pouvoir finalement se présenter qui veut, de manière complètement anonyme, et nous, du coup, on va pouvoir identifier par ce biais-là des salariés qui ont besoin d'être soutenus. Ce qui est assez fou, c'est que parfois, on va nous confier des femmes qui elles-mêmes ne se reconnaissent même pas comme aidantes. Voilà, et en fait, nous, on va découvrir des situations de vie difficiles, mais qu'elles vivent comme normales parce qu'elles sont ce que nous, on appelle charge d'âme. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être en charge, elles ont leur job, elles ont leurs enfants, en plus, elles ont un conjoint malade, un parent vieillissant, et ça paraît normal. La réalité, c'est que c'est dur et que ce soutien qu'on va leur donner dans leur quotidien va faire toute la différence. Je reviens sur cette idée de l'engagement de l'entreprise. Faut identifier, alors on parlait des familles monoparentales, de l'aidance, peut-être des situations de couple compliquées. Enfin bref, il y a plein de situations. C'est-à-dire gérer une boîte, c'est aussi sur la partie RH, ça devient une complexité abyssale. Si on veut vraiment aller sur ce chemin des nouveaux modèles familiaux. Je pense qu'on n'a pas le choix, surtout. On veut, ce que Rebecca disait, on a besoin d'attirer, de retenir et de faire grandir nos employés, nos talents. Et ça, malheureusement, il faut bien qu'on se réinvente. Alors effectivement, le télétravail a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Ouais. On fait des choses et on accepte des choses qui étaient inacceptables il y a 5 ans. C'est ça. Complètement inacceptables. On ne peut pas revenir en arrière. Et je pense qu'il ne faut surtout pas. Ouais, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'apprécie beaucoup travailler de la maison aussi. Donc, il faut vraiment qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut aller dans ce sens-là. Effectivement, je pense que le congé parental masculin, on doit le développer. Donc, nous, en tout cas, on maintient le salaire de toute façon. Ça se prévoit.
Donc on sait prévoir à l'avance qu'une femme va partir en congé maternité, que le papa il va avoir un bébé. Ça se prévoit exactement de la même façon. À partir du moment où on crée l'espace où les gens peuvent en parler, il n'y a pas de... Qu'est-ce que c'est 4 mois à l'échelle d'une carrière? Rien du tout. C'est rien, en fait. Rien du tout. Mais, Rien du tout. mais c'est vrai que vous parlez de charge mentale, mais c'est cette certitude que tout va s'effondrer si on s'arrête un peu, alors que nul est indispensable. Guillaume, alors on va parler bonne pratique. Hein. Qu'est-ce que vous avez identifié comme bonne pratique de l'entreprise pour vous deux d'ailleurs, hein, pour qu'elles accompagnent leurs collaborateurs? Alors j'imagine, on l'avait avec Rebecca, le soutien des collaborateurs, l'accompagnement des collaborateurs, l'accompagnement de toutes les situations. Comment ça se passe quand vous échangez avec les DRH justement? Alors, nous, on met un certain nombre de choses en œuvre. Je suis le premier investisseur d'une entreprise qui s'appelle Bouge ta boîte, qui a créé une partie d'activité qui est Bouge ton groupe, qui permet d'accompagner des femmes managers dans leur ambition de devenir directrices. Pourquoi? Parce qu'en fait, de façon extrêmement concrète, il y a quelques années, je cherchais une directrice commerciale. Et chercher une directrice commerciale, alors je n'ai pas le droit de le dire parce que c'est de la discrimination, mais chercher une femme, parce que comme mon entreprise est composée à plus de 90% de collaboratrices, et que mes clients sont avant tout des clientes, comme on le disait, je cherche à équilibrer mes organes de direction. Et donc je voulais chercher une directrice. Et je passe une annonce classique à l'époque, directeur, homme-femme, commercial. J'ai plus de 90% de CV hommes. Bon. Je me dis, je ne sais pas pourquoi, je change un truc. J'ai changé juste un terme, j'ai remplacé directeur homme-femme par responsable. Et là, j'ai eu 50% de CV femmes. Ouais. Depuis, on passe toutes les annonces, on les passe de façon féminisée. C'est-à-dire qu'on fait directrice femme-homme, et pas directeur homme-femme. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est juste psychologique pour nous. Oui, donc on a moins de candidatures quand on mettait directrice que quand on mettait responsable. Deuxième chose, j'ai aujourd'hui à peu près 300 succursales et 400 franchises dans mon réseau. La seule différence, c'est le statut. Entrepreneur, d'un côté, quand on est franchisé, oui. Salariat, quand on est manager d'une succursale. C'est le même métier. La seule différence, elle est dans ce statut. J'ai 90% de managers salariés femmes, j'ai 60% de franchisés hommes. C'est le même métier. Donc là aussi, j'ai accompagné en donnant la possibilité à mes managers femmes de devenir entrepreneurs, en les accompagnant avec des conditions extrêmement favorables pour qu'elles puissent reprendre leur agence et devenir entrepreneurs et franchisés. Donc ça, c'était des actions militantes importantes. Et puis, pas mal d'autres choses sur quand mon siège social est au Mans, et systématiquement, quand je suis sur des recrutements de cadres supérieurs, quand c'est un homme, pas de souci, on va déménager, et toute la famille va déménager. Quand c'est une femme, c'est pas de souci, je vais faire l'aller-retour. Et donc... Mais j'ai l'impression que c'est une caricature, c'est encore la réalité. Moi, je vous parle que du concret. Hein. Je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un machin, je suis juste un entrepreneur. Mais Agir, c'est bien concret, elle est chercheuse, mais c'est du concret aussi. Hein, mais je ne suis pas sur des statistiques, je suis sur des choses extrêmement pratico-pratiques. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'agir à ce niveau-là, en faisant de la formation pour encourager les femmes à évoluer et à se dire, je suis manager, pourquoi je ne deviendrai pas aussi chef d'entreprise? Pourquoi je ne deviendrai pas aussi directrice? Ça a des impacts positifs. J'agis aussi parce qu'en 2017, maintenant, on a créé un fonds de solidarité. Oui. Donc, c'est un fonds de dotation qui est doté d'un peu plus de 5% des actions de toutes les entreprises du groupe, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Et au départ, moi, je pensais que c'était essentiellement l'apanage des populations les plus modestes. Parce que les premiers cas que j'avais eus, c'était ça. Et la première année, on a mis en place le fonds. J'ai eu 9 femmes cadres, sur à l'époque 150 femmes cadres, qui ont fait appel au fonds. 9 sur 150, ça fait 6% de mes effectifs cadres qui, en une année, avaient fait appel au fonds de solidarité parce que j'étais victime de violences conjugales.
Je vous laisse faire le calcul sur 10 ans, c'est effrayant. Et donc il y a aussi cet aspect-là sur lequel on agit. Il y a un deuxième axe dans ce fonds de solidarité, c'est promouvoir l'égalité professionnelle, notamment dans le cadre, dans l'égalité femmes-hommes, notamment dans le cadre professionnel. Et donc on essaie de mettre en place un certain nombre de choses. Et ça, il y a plein de, ça passe par plein d'étapes. Oui, de toute façon, j'en parle depuis ce matin, comme si j'avais découvert, pas du tout. La CSRD, c'est la nouvelle réglementation pour les données extra-financières, les données ESG. Il y a le S qui est très important, où il y a ces informations sur la parité, la diversité, l'inclusion, qui sont essentielles. Et le fait de diffuser, d'ailleurs, obligatoirement, sous peine d'amende, enfin ça va être dans quelques années, est-ce que ça peut apporter quelque chose? Il y a plein de choses qui peuvent apporter. Avec l'occasion, on avait aussi lancé un site qui était homme-de-ménage.fr pour dire l'homme de ménage est une femme de ménage comme les autres. Vous vous rappelez le film où c'était avec Antoine Decaune et Elsa Zilberstein, qui était l'homme est une femme comme les autres? Oui. Mais on a fait, nous, l'homme de ménage est une femme de ménage comme les autres, pour dire que les métiers du care ne sont pas exclusivement réservés aux femmes, que les hommes en la matière sont des femmes comme les autres, que les hommes peuvent aussi utiliser ces métiers. Et quand on lutte contre ces types de préjugés, on lutte contre beaucoup d'autres préjugés, et on fait de l'inclusion aussi sur d'autres éléments. Ça veut dire, Nicolas, que l'entreprise a quand même un sacré rôle à jouer quand même. Elle est au cœur de la machine, hein, si je comprends bien. L'État peut légiférer, inciter, sanctionner le cas échéant, mais ça se passe bien dans l'entreprise. L'entreprise a un rôle fondamental et je pense que ce qui évolue vite et fort, parce qu'on a tous ces besoins d'attirer, fidéliser, etc., c'est qu'on revient, moi je trouve qu'on revient aussi à quelque chose d'essentiel, c'est l'attention vraiment individuelle auprès de chacune et chacun des collaborateurs des entreprises. Peut-être qu'on ne le faisait pas forcément aussi bien à l'époque. Aujourd'hui, même si on ne veut pas le faire, on est un peu contraint de le faire parce qu'on veut aussi pouvoir bien identifier et proposer le maximum de choses pour pouvoir proposer les meilleures conditions de travail à nos collaboratrices et à nos collaborateurs au sens large. Et à la Maison Bleue, on a la chance, nous, on a les deux, parce qu'on dirige une entreprise où il y a 4000 collaborateurs, donc on met en place un certain nombre d'actions, bien sûr, pour nos collaboratrices et collaborateurs. En premier lieu, on leur propose un accompagnement et des places en crèche. On est bien placé pour le faire, c'est déjà un bon début. Oui. Et puis, un certain nombre de services aussi, notamment un service qui leur permet aussi d'exprimer les difficultés potentielles auxquelles ils sont confrontés. On ne le fait pas forcément très facilement dans son équipe ou avec son DRH, aussi à l'écoute soit-elle ou soit-il. On a aussi un service qui est à l'extérieur de l'entreprise où on peut peut-être plus facilement aussi avoir un premier échange, pouvoir se libérer aussi de cette problématique-là et d'aider à l'exprimer. Ça, c'est le premier volet dans lequel nous, on intervient dans l'entreprise. Et puis, on est en contact, comme vous le disiez au départ, avec des DRH de tout type d'entreprise, que ce soit des très grandes entreprises. Oui, parce que c'est plus simple pour une grande, non, j'imagine? Non, c'est accessible pour toutes les entreprises et c'est aussi le travail qu'on fait. On est sollicité beaucoup par des petites et des moyennes entreprises et parfois des entreprises avec 1 salarié, 2 salariés, qui cherchent déjà à retenir le seul collaborateur qu'ils ont dans l'entreprise. Oui. Et donc on est aussi en contact, et ça c'est une grande chance pour nous, de toutes les initiatives, parce que nous, on nous contacte pour cette situation-là, mais on voit aussi dans ces échanges-là toutes les initiatives qui sont faites par les entreprises. Il y a un énorme mouvement qui est aussi un mouvement qui suit, on parlait de société à mission tout à l'heure, la Maison Bleue est dans le processus aussi pour devenir une société à mission, j'ai dirigé avant une entreprise qui l'était également, d'aller aussi sur tous ces sujets-là, de publier les index, égalité homme-femme, tous ces indicateurs-là, bien sûr, vont dans le bon sens aussi, parce que c'est de la transparence et c'est aussi... Allez, dernière question. J'ai l'impression quand même, on parle égalité homme-femme, promotion, prise de responsabilité, quand même, c'est l'arrivée de l'enfant qui bouscule tout. C'est la rupture. Et en fait, si on arrivait à dépasser ce moment pour les femmes, on réglerait peut-être 50-60% ou beaucoup de problèmes. Alors oui, et ce qu'on voit dans notre précédente étude, c'est que les hommes ne prennent pas assez encore leur congé paternité et qui ne sont pas encore assez encouragés à le faire, alors que les femmes, leur salaire, il est déjà à l'embauche inférieur que les hommes et ils décrochent à partir du premier enfant, et alors plus on en a, en général, moins on gagne moins sa vie à poste équivalent. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est quels sont les leviers en fait sur lesquels
les entreprises pensent qu'il faut jouer en particulier. Nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a 3 principales raisons qui amènent les pères à ne pas prendre leur congé. C'est qu'ils ne connaissent pas leurs droits, contrairement aux femmes. 2, ils ont une charge de travail trop importante, c'est ce qu'ils disent, et qu'ils n'arrivent pas à déléguer, qu'il n'y a pas de solution d'organisation. Et 3, c'est par rapport à la perte de revenus. Donc, contrairement aux femmes, la plupart des entreprises n'abondent pas pour que les hommes puissent être en congé paternité tout en continuant à gagner le même salaire. Donc moi, je me pose la question, c'est par quel bout on va le prendre, quels sont les leviers que vous pensez être les plus importants? Oui, alors merci Agère. Alors Sarah, vous avez levé la main, je vous donne la parole. Merci Gilbert. Je pense déjà qu'il faut faire des rôles modèles aussi à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Donc, plus on va embaucher des jeunes femmes en âge, on sait quand on embauche une jeune femme qu'a priori... c'est la caricature du recruteur. Vous n'allez pas tomber enceinte l'année prochaine quand on recrute une jeune femme de 30 ans. Et même si, quoi, il faut éviter ce genre d'écueil. Donc, je pense qu'il y a des choses comme le maintien des augmentations. Ouais. On augmente tout le monde, que la personne elle soit partie en congé maternité, en congé paternité, on augmente tout le monde. Ça, c'est de plus en plus. De plus en plus. Non, mais ça, c'est légal. Dans le légal en France, ça n'a pas toujours été. Et puis, moi, je dirige une entreprise internationale. C'est même pas une question, en fait, c'est légal. D'accord. Bon, ça, c'est réglé. Voilà, je coche, d'accord. Allez, ça, c'est réglé. Augmentation, c'est réglé. C'est légal concernant les femmes. Je ne vois rien concernant les hommes qui prennent leur congé paternité et qui ont peur, justement, des représailles. Représailles. Allez, on finit. Sarah, encore. Ça, c'est une augmentation qui sont maintenues hommes-femmes. Enfin, on vérifiera, mais enfin, je vous fais confiance. Et puis, comme on le disait juste avant, influencer et en tout cas proposer à tous ces futurs papas aussi d'aller prendre donc la solution, c'est chez les hommes, c'est ce que vous êtes en train de me dire. En fait. Il faut créer des rôles modèles, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. On n'a pas besoin de se cacher de quoi que ce soit. Il faut accompagner dans ce moment qui est effectivement un grand moment de décrochage. Ouais. On n'est pas obligé de revenir dans le poste d'avant. On peut revenir aussi avec une promotion. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma carrière. J'ai 2 enfants. Je suis revenue 2 fois avec une promotion. Je trouve ça plutôt chouette. Donc, merci à mon manager qui a bien voulu me promouvoir à ce moment-là. C'est super. Donc, il y a plein de choses qui font qu'on peut effectivement accompagner ces moments et casser le plafond de verre aussi. Vous vouliez réagir parce que, évidemment... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 2 va modifier son temps de travail dès une première maternité. Et nous, aujourd'hui, chez YOLO, on accompagne des entreprises qui, par exemple, sont dans des secteurs du conseil, qui nous demandent d'accompagner le quotidien de femmes qui ne sont même pas encore mères, mais dont on sait que l'idée même de la maternité va les faire partir. Oui. Et donc, en fait, l'idée, il y a vraiment beaucoup de déconstruction en fait, de stéréotypes, pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'en fait, l'idée même de se dire que je reste dans cette entreprise, je vais peut-être prendre le poste d'après, je suis enceinte, ce n'est pas possible. Oui. Donc, en fait, il y a vraiment des choses à déconstruire sur le rôle, l'attente de la société. Et puis, ce qui est aussi très intéressant, et ça, on le voit, quand on démarre un accompagnement YOLO, on pose des questions sur la charge mentale, hommes et femmes. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quel que soit le niveau de responsabilité des femmes qu'on accompagne, qu'elles aient un poste à responsabilité ou pas, elles déclarent toutes une charge mentale entre 8 et 10, donc c'est quand même immense. Et en fait, ce qu'elles disent toutes, c'est qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes conditions pour réussir que leurs homologues masculins, et qu'en fait, YOLO est un outil au service de l'équité parce qu'il permet de rééquilibrer les choses, puisqu'en fait, l'intérêt aussi d'avoir ce genre de soutien dans son quotidien, c'est que c'est une prise de conscience du fait qu'on n'est pas obligé de tout faire toute seule. Et il y a quand même beaucoup de choses qui se jouent au travers du rôle qu'on s'assigne et que la société nous assigne en tant que femme, en tant que mère, en tant que voilà, sur ce qui est attendu de nous. Et en fait, de se rendre compte qu'on peut le déléguer à quelqu'un, c'est aussi une façon de se rendre compte quand l'accompagnement s'arrête, qu'en fait, on a aussi un conjoint, on a aussi des amis, on a aussi une famille sur laquelle on peut s'appuyer, et que le village finalement qui existait avant pour élever un enfant, aujourd'hui, on doit se le reconstruire. Ouais. C'est une belle ambition. Alors, Guillaume. Quelle était ma question de départ? Oui, la naissance, évidemment, l'arrivée d'un enfant change tout dans une famille, et c'est ça qui bouscule. Et le modèle à 2, à 3, à 4, et c'est le point de rupture. Hein. Rebecca, quand j'ai soulevé ce point, m'a dit évidemment. Je pense que ce qui a été dit sur accepter de déléguer et de ne pas confondre aidance et aimance est quelque chose d'extrêmement important. Il y a un autre point qui est important, c'est que nous, on a justement développé des services pour aider ça. Parce qu'on parle des mamans solo, mais il y a aussi des papas solo. Vu que 60%
des mariages se terminent par des divorces dans les grandes villes, on a de plus en plus aussi de papas solo. Et donc, pour accompagner, parfois on a des déplacements professionnels. On ne va pas prendre un poste plus important parce qu'il y a des déplacements professionnels où on se dit on ne va pas pouvoir les gérer, ces quelques déplacements professionnels qui sont indispensables parce que j'ai personne pour aller s'occuper de garder mes enfants. Et nous, on a mis en place au sein du groupe une offre pour garder les enfants sur une nuit complète et pour pouvoir faire un déplacement professionnel avec une prise en charge par l'entreprise pour que le déplacement professionnel puisse se faire. Et on travaille par exemple avec L'Oréal là-dessus, où on accompagne les cadres de L'Oréal en disant si vous avez un déplacement professionnel, l'entreprise peut vous prendre en charge une garde d'enfants qui vous permet d'envisager aussi d'avoir un poste qui va nécessiter quelques déplacements professionnels. Beaucoup de recruteurs me disaient que c'est dans le package du jeune diplômé, il faut lui dire, vous aurez des enfants, on peut vous accompagner, on peut abonder tel ou tel sujet. C'est vrai qu'il faut l'afficher très tôt chez les jeunes collaborateurs. C'est un terme de marque employeur aujourd'hui. Oui, c'est un terme de marque employeur. Nicolas, un dernier mot, parce que le temps passe. Oui, en effet, je pense qu'aussi une des premières craintes aussi pour les jeunes parents qui se préparent à avoir un enfant, c'est comment je vais faire garder cet enfant. Bah oui. Et le retour au travail, il devient potentiellement hypothétique si je n'ai pas la solution, si je ne suis pas sûr de ce que je peux faire. Donc c'est là aussi que ce travail en amont des entreprises qui communiquent largement sur les possibilités de place en crèche, notamment dans ce qui nous concerne, permet aussi de se dire, j'aurai une solution qui est certaine et garantie. Donc d'abord, c'est un peu rassurant et je peux mieux prévoir mon retour à mon travail. Je pourrai y retourner dans de bonnes conditions, avec l'esprit tranquille. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'initiatives dans nos activités. Notamment, on a pas mal de crèches qui travaillent avec des horaires très décalés. Mais ça, c'est fondamental. Qui certaines ouvrent dès 5h, 18h, ça n'existe pas dans la vie professionnelle. Dès 5h du matin, ferment à 22h ou 23h. À plus de 20h pour pouvoir accueillir aussi des personnes qui ont des rythmes de travail décalés, que ce soit les papas ou les mamans. Bon. Oui, pardon, Guillaume, allez-y. Un dernier petit mot, si vous me le permettez. On parle beaucoup parentalité. Et effectivement, par rapport à la parité, la parentalité est un élément extrêmement important, mais la parentalité, ça concerne 12% des collaborateurs. L'accompagnement et la situation d'aidance auprès de personnes âgées, ça concerne 17%. Donc ça concerne plus encore de personnes. Et exactement de la même façon que la parentalité, que la garde des enfants ou les tâches ménagères sont très souvent l'apanage des femmes, mesdames, vous allez vous occuper aussi beaucoup de vos parents âgés et même de vos beaux-parents âgés. Et donc c'est pour ça qu'il faut un peu plus d'accompagnement. Bon, écoutez, on est là pour se donner la pêche et être positif. En tout cas, on a des chemins. Absolument, mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à faire. Il y a du boulot. Et sur les deux côtés de la vie, c'est-à-dire sur les petits-enfants, mais aussi sur les parents âgés. Merci beaucoup. Je crois qu'on a traité du sujet, on l'a identifié, on le connaissait. Agir, merci à distance. Remettez-vous bien. Je vous regarde à droite parce que l'écran est à droite. Mais merci. En fait, voilà, remettez-vous bien et à très vite. On fera sans doute une prochaine étude pour les prochaines assises, évidemment. Et les petits jeunes de l'EDEC et des grandes écoles, en général, j'espère qu'ils montreront l'exemple. Parce que s'il y a bien des jeunes qui ont des attentes fortes et des diplômes suffisants, c'est bien ceux qui sortent de votre école. Merci à tous. On continue avec une table ronde consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. À très bientôt. Merci. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes.